Alors, mes petits chéris, mes petits bonheurs, j'ai fait une vidéo sur le drame du jeune rugbyman français tué par des colons au sortir d'un bal dans la Drôme et vous avez apprécié cette vidéo. Je vais pas vous faire un dessin, les noms de ces assassins viennent de sortir, on sait qui c'est, on sait qu'ils ont tué un Français parce que français et parce que blanc et on sait qui les protège dans ce pays. Mais il y a une autre chose qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que parallèlement à ce drame, il y a des vidéos des proches des agresseurs et parfois des agresseurs qui étaient publiées sur les réseaux sociaux. Et ces vidéos, elles sont proprement folles, sont juste incroyables. On a l'impression que ces mecs ne ressentent absolument rien. Et ça tombe à pic, puisque le manque d'empathie dans notre société, c'était justement le sujet d'une de mes prochaines vidéos. C'est fou, non? C'est dingue. Et dans cette enquête, on va se demander pourquoi les gens sont devenus insensibles à notre malheur et comment ce phénomène est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. On va parler de sociologie, on va parler d'éducation, de politique, mais aussi d'évolution. Aïe, on va déraper. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Pourquoi tant de haine? L'enquête. Oh, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de ce livre qui est le sponsor de cette vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai repris le sport. Parce que oui, il n'est jamais trop tard pour retrouver sa shape. Et j'ai découvert une méthode assez simple pour retrouver sa forme sans trop de difficultés. Parce que je ne suis pas forcément le plus sportif d'entre nous. Et tout ça sans matériel coûteux ou encombrant. Au naturel, en exerçant le cardio et la souplesse en même temps, sans faire plus de 2 ou 3 entraînements par semaine. Est-ce que vous êtes sceptique? Je pense que oui. Donc laissez-moi vous présenter la méthode Lafay. La méthode Lafay, c'est une institution en France depuis plus de 20 ans. Des centaines, et c'est vrai, des centaines de milliers de livres vendus. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand vous vendez 10 000 livres de fitness en France, vous faites ce qu'on appelle un best-seller. Ceux qui parviennent à en vendre 30 000 sont une poignée. Olivier Lafay a vendu 400 000 exemplaires. Et là, il revient avec son dernier livre, le plus abouti, qui s'est classé d'emblée numéro 1 des ventes sur Amazon, Access Autonomy. Il fallait donc que je vous en parle. C'est quoi l'originalité d'Access Autonomy? Parce que c'est une approche bio-anthropologique. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher la performance, comme c'est souvent le cas en fitness et en musculation classique, Olivier Lafay part de ce qu'est la nature humaine et de ses besoins. La transformation physique vient du respect de nos besoins et il explique comment y parvenir. C'est simple et c'est efficace. Et ça explique aussi la renommée de cette méthode depuis tant d'années. C'est un entraînement pour la santé mentale et physique, à savoir croître et durer aussi dans le temps. Tout d'abord, il faut savoir que c'est pas un programme fait à la va-vite et vendu hors de prix. C'est pas un PDF. Access Autonomy comporte plus d'une centaine de programmes et les possibilités de les agencer entre eux sont infinies. Bref, ce dont on parle, c'est un entraînement à vie pour le prix d'un livre. Pas grand-chose. C'est la première méthode complète de fitness, à savoir 520 pages pour un prix ultra abordable. En plus de ces centaines de programmes de musculation, vous êtes guidé en nutrition, en souplesse et le livre va même traiter de développement personnel de façon ultra originale. Je vous le laisserai découvrir si vous achetez le livre. Au début du livre, vous avez des tests et vous êtes ensuite entièrement guidé, programme après programme, niveau après niveau. Que vous soyez mince, maigre ou en surpoids comme mon monteur derrière la caméra, ou déjà fort athlétique comme moi-même, la méthode va s'adapter à vous. Ce livre va vous emmener jusqu'à un très haut niveau athlétique si vous le souhaitez et si vous avez l'ambition d'avoir un beau corps. À votre rythme, évidemment, progressivement, vous allez sculpter votre corps, développer votre force, votre puissance, votre endurance et votre souplesse. Tout ça en se concentrant sur les besoins qu'a votre corps. À l'occasion du Black Friday et à l'approche des fêtes de Noël, vous pouvez avoir 8 mois de tests gratuits sur l'application qui accompagne le livre. Moi, j'ai évidemment déjà l'application et je rajouterais que le livre se suffit à lui-même, mais que l'application en bonus, c'est très sympa. Comment avoir ces 8 mois gratuits? C'est très simple. Une fois que vous avez le livre en main, vous flashez le QR code qui est page 3, vous remplissez le formulaire en cliquant sur la case code Georges et c'est parti. Bref, un bouquin incroyable et une application gratuite. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Si tu as été convaincu, fonce te
procurer la méthode Lafay et profite des avantages de l'application. Je te mets le lien en description et envoyez-moi vos avant-après, ça me fera plaisir. Dans cette vidéo, on va fonctionner en entonnoir. C'est-à-dire qu'on va partir de l'individu pour aller vers la société. Qu'est-ce qui pousse un gamin ou un jeune adulte à être sans cœur et sans empathie? La réponse, elle pourrait bien être dans la famille ou dans l'absence de famille. Le sociologue Émile Durkheim, qui faisait apparemment tout le temps la gueule, expliquait que le premier environnement de socialisation le plus structurant pour un individu, c'était la famille. Et en France, la famille, elle a beaucoup évolué ces 40 dernières années. Dans le pays, la part des familles monoparentales est passée de 9,4% à 24,9% de l'ensemble des ménages entre 1975 et 2019. Conséquence de cette donnée, une complexification des rôles sociaux du père et de la mère, voire une remise en cause existentielle de ces rôles-là. On ne sait plus exactement à quoi doivent servir le père ou la mère et on ne sait plus non plus quels sont leurs rôles dans l'éducation d'un enfant. Dans certaines familles provenant de certaines cultures, et c'est pas moi qui le dis, c'est le spécialiste Maurice Berger, on va avoir une exposition à la violence très jeune. Selon le ministère de l'Intérieur, ces 3 dernières années, les départements qui faisaient état des plus forts taux de plaintes pour violence intraconjugale, pour violence conjugale, étaient la Seine-Saint-Denis, la Guyane et le Pas-de-Calais. Ces violences qui sont en constante évolution dans nos sociétés. Alors, qu'est-ce que ça implique pour notre sujet sur l'empathie? En fait, assister quotidiennement aux effusions de violences entre frères et sœurs, entre mari et femme ou entre père et enfant, en fait, le fait qu'un père frappe ses enfants, ça va produire des enfants qui ne discutent pas et qui n'interagissent pas avec d'autres personnes, si ce n'est avec la violence. La violence est leur seul moyen d'expression. Évidemment, quand la violence n'est plus exceptionnelle, vu qu'elle est au sein du foyer, et du coup elle va désensibiliser l'individu qui est exposé. Je vous renvoie aux études sur le concept de violence gratuite. Dans ces familles-là, on a un rôle du père qui est très approximatif. Le terme technique, c'est l'imprévisibilité émotionnelle. C'est-à-dire que si le père est absent, l'enfant se construit sans figure d'autorité et donc sans véritable limite. Et si le père est violent, alors la figure paternelle est physiquement crainte et renforce l'idée qu'il n'y a que la violence comme moyen d'expression. Donc, un des facteurs pour comprendre comment des générations de gens vivant en France peuvent ne rien ressentir face à la violence, c'est un facteur qui est familial. Il y a une normalisation de la violence comme moyen d'expression et comme nous vivons dans une société qui est relativement pacifiée, ces individus qui sont violents deviennent des enfants rois. On a peur d'eux, du coup on leur laisse tout. C'est des enfants rois à qui la société donne tout, typiquement. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les émeutes, mais les émeutes pour Naël, ce sont un peu des enfants gâtés de services publics qui brûlent ces mêmes services publics qu'on va reconstruire juste après. L'État les gère comme des enfants gâtés. Et ces populations-là ont intégré qu'on leur devait tout, que nous, les Français, et par extension la France, leur devait tout. Hé toutou, dans la maison, l'huile, toutou. Hé toutou. Et c'est parfaitement logique que ces colons ne viennent en France que pour profiter des aides sociales. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je vous mets un extrait. J'aime le pays, vive la CMU, vive la carte vitale, vive la CAF. Voilà, j'aime bien le pays moi, les malades gratuits, vos dentistes gratuits. J'aime bien moi la France les frères. Pourquoi vous voulez pas que j'aime la France? Encore une fois, c'est dans leur mentalité d'enfants gâtés, ultra violents, qui voient la France comme une mère gâteuse qui offre tout et qui pardonne tout. Parfaitement normal de venir dépouiller la France de ses aides sociales quand elle n'offre que ça. La France, pour eux, ça ne veut rien dire. La nation, la communauté, il n'y a rien de tout ça pour eux. La France, c'est juste ce qui donne les aides sociales. C'est un distributeur à aides sociales et c'est tout. Le docteur en psychologie, Didier Pleu, parle du passage de l'enfant sans repère à l'enfant tyran qui, je le cite, agressera quiconque voulant rétablir l'ordre avant de se victimiser quand il va rencontrer plus fort que lui. Et là, vous allez me dire, très bien, Georges, très bon exposé. Certains individus provenant de certaines cultures n'ont peut-être pas les cadres familiaux qu'on a, des cadres familiaux stables, mais à l'école de la République, on peut peut-être compenser ça. Et non. Et vous allez voir que l'école est aujourd'hui paradoxalement une autre raison qui explique la violence des individus. Je vais pas faire une vidéo entière sur le pourquoi, du comment l'éducation nationale est devenue un espèce de Clairefontaine des débiles mentaux, mais en gros, depuis mai 68, on a une série de réformes sur l'éducation et surtout la place que le professeur avait dans l'éducation a changé depuis mai 68. C'est ce qu'on a appelé les programmes novateurs, où on retire totalement l'idée de relations hiérarchiques
maître-élève pour qu'on ait aujourd'hui une espèce de partenariat entre deux individus égaux. L'élève égal au maître. C'est-à-dire, c'est un peu l'idée. Parallèlement, on baisse les attentes intellectuelles, on évite tous les sujets qui fâchent, on place la minorité au centre des programmes. Quelque part, pour l'idéologue éducatif 68 art, l'enfant roi doit être protégé et enculé pour Cohn-Bendit. Sauf que des élèves qui sont cons, on le voit avec les classements PISA, ça entraîne de la violence fatalement dans la société. Et c'est statistique. Le linguiste Alain Bentolila travaille depuis une vingtaine d'années sur l'illettrisme de masse qui sévit en France et le constat est alarmant. Une partie importante des jeunes Français ne possèdent que quelques centaines de mots de vocabulaire alors qu'il en faudrait plusieurs milliers pour tenter d'accepter pacifiquement l'adversité. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, c'est les mots qui te viennent avant la violence parce que justement tu peux mettre des mots sur des mots MAUX. Et ces populations qui sont déjà, on l'a vu, prédisposées à la violence deviendront tendanciellement plus violents par manque d'éducation à l'école, par manque de mots, MOT. Là encore, ce que je dis est prouvé. C'est la théorie qu'on a appelée la théorie frustration-agression, développée par le chercheur John Dollar en 1939. L'idée, c'est qu'un faible vocabulaire entraîne fatalement une perte de capacité descriptive, donc dire ce qu'on ressent, et une augmentation significative de la violence. Et là, je ne vous parle pas de cas isolés. Selon le ministère de l'Éducation nationale, on est sur une bombe à retardement. Déjà, en 2011, donc il y a 12 ans, près de 3 millions de jeunes avaient acté leur décrochage scolaire et montraient des signes de violence physique vers autrui. Et c'est sans compter le dégringolage du niveau scolaire en France qu'on a pu voir récemment avec les classements PISA. Bon, là, vous vous dites, si tu coches ces deux cases, t'es mal barré. Mais si en plus, si sur ces dynamiques se rajoute le politique et le culturel, t'es foutu. Oui, tu es finito. Et c'est justement ce qui est en train de se passer. C'est très intéressant. Dans une vidéo tournée par un proche des colons qui ont tué Thomas, un mec nous dit ça. Mais wallah, ça reste des petits de chez moi, ça reste mes voisins, ça reste mes potes. Et déjà, avant que je parle, je reçois des messages comme quoi, soi-disant, c'est moi je les ai envoyés, soi-disant, c'est moi je me suis mêlé. Je vais vous dire la vérité, je m'en bats les couilles et ça m'attriste pas. Il y a un nettoyage ethnique qui se fait à l'autre bout du monde, il y a une razzia qui se passe au Congo, et vous croyez vraiment ça va m'attrister un décès? Alors, ça, ce discours-là, c'est un discours qui est très fréquent chez eux. En gros, il y a un mort, mais les vraies victimes dans cette affaire-là, c'est les enfants palestiniens. Déjà, l'argument en lui-même ne tient pas pour plusieurs raisons. Parce que en suivant ce raisonnement-là, les Israéliens pourraient nous dire « Ouais mais non, faut pas pleurer pour les Palestiniens parce que les vraies victimes, c'est les Ouïghours puisqu'ils sont plus nombreux. » Et hop, on va chez les Ouïghours et les Chinois nous renvoient à un autre conflit encore plus meurtrier. Et à la fin de ce raisonnement, on se retrouve au néolithique où l'homo sapiens nous dit que non, parce que les vraies victimes, c'est l'homo erectus. Enfin, c'est lunaire comme raisonnement. Mais ces gens-là nous disent ça pour deux raisons. La première, parce que ça sert à se déresponsabiliser en créant une hiérarchie de l'horreur dans laquelle eux ne sont pas. C'est-à-dire que j'ai fait de la merde, mais non, parce qu'il y a pire que moi. C'est un peu ça l'idée. Et la seconde, qui est plus grave, c'est que cette hiérarchie de l'horreur, elle est tribale. Ils se sentent plus proches des Palestiniens à 3200 km d'ici que d'un Français en bas de chez lui. Comme la France et le système éducatif a abandonné l'idée de fraternité, et que l'homme a horreur du vide, les jeunes d'origine immigrée en France vont chercher cette fraternité dans ce qui les environne directement. La Oumma, donc les croyants, la religion pour les plus croyants, ou le quartier pour les autres. Mais c'est les mêmes logiques en fait. Dans leur système de valeurs, on va avoir ceux qui appartiennent à ces catégories tribales, donc les musulmans, les mecs du quartier et la famille, donc les pairs, P-A-I-R-S, et ceux qui n'y appartiennent pas. Nous. Dans la vidéo, Karim, il met ce qui se passe au Moyen-Orient dans la même unité de temps et d'espace que l'assassinat d'un mec en bas de chez lui. Il y a littéralement un détachement émotionnel sur ce qui se passe en France et c'est très grave parce qu'il y en a des millions de personnes comme ça dans notre pays. Et qu'en cas de conflit civil ou non, ou pas de conflit civil, conflit extérieur, et même en temps de paix, cette population devient une menace littéralement pour la sécurité du pays. On a donc des individus sur notre sol qui n'expriment absolument aucune empathie pour nous. C'est un fait. Sauf que ce sentiment qu'ont les colons envers nous, enfin plutôt l'absence de sentiment qu'ils ont envers nous, les autochtones, il va être savamment utilisé par certains partis politiques et ça, selon moi, c'est très dangereux parce que ces populations-là sont très dangereuses. Imaginez-vous qu'un tribun talentueux, Mélenchon, pour ne pas le citer, use des bons champs lexicaux et mobilise des concepts rhétoriques qui plaisent à ces populations et qui parlent de sujets qui les concernent au premier chef. Typiquement la Palestine. Ça va nous faire un cocktail explosif
pour l'insurrection citoyenne qu'il appelle de tous ses voeux. Et tiens, comme par hasard, l'électorat issu de l'immigration, maghrébine notamment, se trouve être bien plus perméable au programme de la NUPES. C'est pas étonnant non plus qu'il soit pour toutes les causes qui intéressent ce futur électorat. Justice pour insérer le patronyme d'un colon, marche contre les phobies qui font peur. Pas étonnant non plus que sur 12 circonscriptions étrangères que compte la Seine-Saint-Denis, 12 soient tenues par la NUPES. Bref, la France insoumise place ses pions, mobilise ses cavaliers religieux de banlieue et ses bobos fous du canal Saint-Martin pour faire avancer leur créolisation. Elle va instrumentaliser ces désœuvrés pour en faire des électeurs. Mais ça, malheureusement, ça va durer qu'un temps. Si on peut leur donner un conseil, aux lieutenants de la France insoumise, adorateurs de Robespierre et des ethno-génocides vendéens, c'est de méditer sur la maxime du révolutionnaire Vergniaud. La révolution est comme Saturne, elle dévore ses propres enfants. Parce que si on fait un mixte entre la chute du niveau scolaire, la chute des structures familiales et une relativisation permanente de ces actes, donc une absence de remise en question, parce que oui, je sais pas quoi, la Palestine, plus grave que ce qui se passe en bas de ma rue, on va avoir une armée entière de désœuvrés qui seront capables de massacrer quelqu'un pour un mauvais regard, ce qui est déjà le cas, en fait. Et ce quelqu'un-là, souvent un Français, ça peut aussi bien être un Français de droite ou un Français de gauche. Ce que je veux dire, c'est que pour eux, nous, en tant que groupe, nous, en tant que Français, on est un ennemi tribal de ces gens-là. Il n'y a pas de distinction possible que la France insoumise les protège ou non. On sera toujours des ennemis. Alors, là, vous m'avez entendu dire tribal. On va faire un petit détour par le tribalisme parce que ça explique aussi beaucoup de choses sur l'absence d'émotion. Le tribalisme, c'est, dans le contexte actuel, l'attachement ou la loyauté forte envers un groupe que l'on identifie physiquement et culturellement comme le sien. Et c'est précisément l'inverse de ce que doit être une nation qui va unifier justement tous les tribalismes. Dans le choc des civilisations, Samuel Huntington prévient l'arrivée de ces nouvelles ce qu'il appelle les nouvelles allégeances, en expliquant que ces nouvelles allégeances, c'est justement la fin des nations et le retour des antagonismes tribaux. Et l'émergence du tribalisme est directement liée à la perte d'empathie. Je vous mets un des mecs, toujours le même, proche des meurtriers de Thomas, mais qui est un peu à l'image de ce qu'on connaît. C'est un archétype de ce qu'on peut rencontrer nous tout le temps dans le métro, dans la rue, en soirée. Enfin, on sait qui sont ces gens-là. Lui, pour moi, c'est un degré d'avancement du tribalisme en France. Ce mec ne pleure pas parce que Thomas n'est pas dans son groupe. Il ne pleure pas pour ce qui lui ressemble pas. Fatalement, le tribalisme accentue les différences entre le nous et le eux. Donc eux, en l'occurrence, c'est les Français. Et Maurice Berger raconte comment ce eux pour les colons entraîne une déshumanisation pour un regard, pour une clope et parfois juste pour le besoin de se rappeler qu'il y a une différence entre nous et eux. La violence va parfois être une manière de créer une frontière entre le nous et le eux et on se rend compte de leurs vraies allégeances dans ces situations tragiques où ils vont tous littéralement dans leur pays d'origine. Ils ont été pris à la frontière espagnole parce qu'ils cherchaient à aller au Maroc et même quand ils meurent, ils vont se faire enterrer là-bas. Alors que justement, quand tu meurs, tu te fais enterrer sur la terre auquel tu appartiens, auquel tu as dédié ta vie. Théoriquement, ce serait la France. Non, ce sont des gens qui sont violent et qu'il l'assume parfaitement. Le mec assume qu'il se déplace avec un couteau pour nous chlasser au cas où il n'y a pas une bagarre. Ils n'ont pas le même rapport à la vie, ils n'ont pas le même rapport à la violence, ils n'ont pas le même rapport à la société. On n'a rien en commun. D'ailleurs, je crois, si mes sources sont bonnes, la perte d'une bagarre contre des rugbyman et la fierté d'enfants rois du groupe face à leurs ennemis tribal qui les a poussés à revenir quelques heures plus tard pour tuer du blanc. C'est ça ce qui s'est passé concrètement. Bon, et maintenant, je vous ai expliqué en quoi ces comportements ultra-violents et tribal des colons envers nous était rationnellement parlant explicable et qu'il avait des racines un peu partout. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces informations ? Vous me connaissez, je m'appelle Georges, et je suis pas d'un naturel défaitiste, loin de là. Et c'est justement ce qui me pousse à faire des vidéos, parce que je sais que la situation peut s'arranger, je sais qu'une prise de conscience collective est possible. Sauf que là, ce sujet de l'empathie et son corollaire, l'absence d'empathie, est au fondement de ce qu'on appelle une société. Robert Putnam, dans les années 2000, sort un livre qui s'appelle Bowling Alone, dans lequel il va étudier le phénomène d'érosion sociale, donc la perte progressive de la confiance qu'un individu a dans la société. Et ce qu'il dit est très actuel. En gros, la perte d'empathie d'un groupe pour un autre groupe entraîne une perte généralisée de la confiance de toutes les composantes d'une société qui elle-même, la société, va avoir des répercussions sur la santé mentale et physique des gens qui composent cette société et à terme va entraîner la fin de la prospérité dans un pays. C'est une gradation qui est statistiquement prouvée. Et c'est exactement ce qu'on vit actuellement. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Que faire avec des gens qui veulent notre mort ? La réponse, elle est très simple. La réponse, c'est l'éducation et l'éducation
dès le plus jeune âge. Je plaisante, évidemment. Il n'y a rien à faire pour eux. Ils ne nous aiment pas et ils ne nous aimeront jamais. Nous ne pourrons jamais vivre ensemble. C'est comme ça et c'est dommage qu'il faille des drames pour se rendre compte d'une incompatibilité entre deux peuples. Et ce constat-là, c'est justement prise en compte de l'importance de la culture. On ne les considère pas comme une feuille blanche, mais ils sont porteurs d'une culture et d'une civilisation qui n'a jamais vécu en paix avec nous. C'est comme ça, c'est dommage, vous pouvez trouver ça triste, vous pouvez trouver ça heureux, vous pouvez trouver ça révoltant, mais c'est comme ça. L'empathie, c'est un marqueur, c'est la condition sine qua non au maintien de la société. S'ils ne se reconnaissent pas en nous, qu'ils ont leurs propres références culturelles et émotionnelles, on ne pourra jamais faire société. À moins de considérer la France comme une salle de sport où dès lors que tu payes tes cotisations, t'es français. C'est le fameux non mais attends, je suis français, je paye mes impôts en France. Ou pire, non mais attends, je suis français, je suis né en France. Ouais mais non, en fait, on sait très bien. Les 2000 ans d'histoire de France, elles se sont pas faites avec des mecs qui ne l'aimaient pas ou qui se contentaient juste de payer leurs impôts. Faut qu'il y ait une fibre qui te traverse quand tu parles de ce pays-là. C'est comme ça et dans tous les pays c'est pareil. Tu vas au Maroc, c'est ça. Tu vas en Chine, c'est ça. Tu vas en Indonésie, c'est ça. Guatemala, c'est ça. Au Congo, c'est ça. Il n'y a qu'en France qu'on tolère sur notre sol des gens qui ne nous aiment pas et qui nous menacent. Donc si pour être français, il suffit de payer tes impôts ou juste d'être né en France ou juste même d'être en France, alors oui, la France existe et existera. Il y aura juste de plus en plus de blancs qui se font tuer pour un regard. Mais alors peut-être que ce constat-là que je fais, il est aussi critique sur les fondements même de l'immigration, à savoir toute immigration lointaine, n'importe où et à n'importe quelle période dans l'histoire, n'a jamais fonctionné. Peut-être que c'est aussi un constat que je fais sur l'immigration, mais en l'occurrence, là je parle de ces populations-là. En tout cas, l'avantage entre énormes guillemets de l'affaire Thomas, c'est qu'elle va peut-être faire renaître un sentiment communautaire français pour se défendre justement du sentiment communautaire colonial qu'on a en face de nous. En fait, comme je le disais dans une autre vidéo, je crois que c'était ma vidéo sur les attentats qu'il y a eu dans le Nord, je crois. Il faut pas reprocher à l'ennemi d'être communautaire ou même à l'ennemi de vouloir nous faire disparaître. Il faut reprocher aux Français d'avoir perdu ce sentiment justement. Ce sentiment qui est malheureusement ou heureusement instinctif, qu'on a voulu enfouir dans les tréfonds de l'histoire, sauf que sans ce sentiment-là, ce sentiment communautaire d'appartenance, on perd le sentiment de préservation. Et du coup, on peut disparaître. Là, on est dans une phase de l'histoire où on peut disparaître. Alors attention, je vous vois venir. Vous allez me dire, oh mais Georges, en fait, t'es qu'un raciste de droite. Et ben non, en fait. En fait, le racisme, c'est une hiérarchisation. C'est de dire, moi, je suis mieux qu'eux. Pas du tout le sujet là, je dis pas que je suis mieux qu'eux, je dis juste que objectivement, je viens de le montrer pendant une demi-heure dans la vidéo, on n'a rien à faire sur le même territoire, on n'a rien à faire sur un territoire où un peuple préfère des morts à 3200 km de chez nous plutôt que nous. C'est comme ça, si on observait cette incompatibilité dans une autre société ou à une autre époque, ça nous choquerait absolument pas de montrer les différences, sauf que là, ça nous concerne, donc on prend des pincettes. Non, faut pas prendre des pincettes, on est juste incompatible avec ce peuple là, c'est pas grave, on aura essayé, ça n'a pas marché, voilà. Maintenant, il faut trouver des moyens de cohabiter le moins possible. Les fractures sont trop profondes et ce serait trop long dans le temps et en termes de coûts humains et émotionnels de refaire société. C'est pas possible. Ce qui s'est passé depuis 40 ans a créé trop de fractures entre nous. C'est trop tard en fait, malheureusement. Bon, il s'agirait de conclure, comme dirait ma copine. Que faire ? Que faire quand on a constaté l'incompatibilité entre deux peuples sur un même territoire ? Eh bah, malheureusement, pour l'instant en tout cas, on peut rien dire, on peut rien faire. Je peux juste vous dire, faites attention à ces gens-là. Ces gens-là sont des menaces pour votre vie, ils le disent eux-mêmes, ils l'assument eux-mêmes. Ils n'hésiteront pas à vous chlasser pour une clope ou pour un regard. Juste protégez-vous. Développez des réseaux d'entraide dans vos quartiers ou dans vos villages. C'est malheureux, mais il n'y a que ça à faire pour l'instant. Le système médiatique et politique n'ira pour l'instant pas dans notre sens, donc il faut faire sans lui. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui était un peu fataliste, mais avec des petites touches d'espoir. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner à la chaîne. Mais c'est en même temps pour le référencement. T'as compris. Vive la France et vive les Français vivants qui restent. Prenez soin de vous et de vos proches. Honte à l'équipe de rugby et aux personnalités médiatiques de ne pas avoir parlé de cette affaire. La faiblesse vous condamnera. Time!